pour finir sur Hanouna, il y avait un gros non-dit dans les portraits de presse qui était toujours Hanouna menace les gens, etc. Je vais venir, je vais te brûler les couilles, etc. Enfin voilà, on imagine le truc en disant toujours aux gens, tu sais pas qui j'ai derrière moi. Et les journalistes rapportaient ça sans jamais citer qui il a derrière lui et de quoi les gens qui critiquent Hanouna ont peur et pourquoi ils ne le critiquent pas en public alors qu'ils le critiquent en privé. Et tout ça est intervenu dans un contexte où il y a un complément d'enquête qui rend fou Cyril Hanouna, puisqu'il a menacé complément d'enquête de disparition, etc. Quand je mets mon nez dedans, en général, ça disparaît, etc. Et ce complément d'enquête a été annoncé en janvier. Il devait être diffusé au printemps. Finalement, la chaîne l'a décalé une première fois en juin. Et puis en juin, ils l'ont décalé encore en septembre. Et en fait, le complément d'enquête va sur le gros non-dit de la biographie de Cyril Hanouna, qui est le lien avec le milieu. Et c'est en ça que Cyril Hanouna, d'ailleurs, est quelqu'un d'intéressant, c'est qu'il est à la fois connecté à l'Élysée et en même temps avec les bas-fonds. D'ailleurs, c'est ce qui fait la Quand tu dis le spécificité. milieu, c'est quoi? C'est le grand banditisme? La pègre, voilà, faut parler clairement, mais il s'en cache pas. Je veux dire, Donc Hanouna est lié à la pègre. quand on voit Marco Mouli sur son plateau, lui a animé la bar mitzvah de Marco Mouli, etc. Enfin, je veux dire, ça lui pose pas de problème. C'est assumé. Bon, après, il y a d'autres noms que nous on cite, et en fait, Hanouna a très peur que complément d'enquête aille sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, Cyril Hanouna a gagné beaucoup d'argent et a parfois été en affaire avec ces gens-là, et on on peut s'interroger, et d'aucuns s'interrogent, de savoir si derrière cette multitude de sociétés, tous azimuts, parfois en sommeil, qui mettent la clé sous la porte, il n'y aurait pas éventuellement du blanchiment d'argent. Voilà. Bah, Donc il y a le chanteur John Maman, avec qui il est associé sur plein de sociétés. voilà, qui a été cité dans une affaire effectivement de blanchiment d'argent. Et il y a d'autres noms que je laisse les lecteurs, ceux Bien qui sûr. liront notre portrait de Cyril Hanouna, découvrir. Sur ce pouvoir, oui, alors ce pouvoir, c'est bon, moi j'ai fait un dossier qui s'appelle le pacte de corruption, où justement on rentre vraiment dans ceux qui ont fait Macron, puisqu'en fait Macron, c'est un personnage très intéressant. Certains pensent qu'il est tenu. Moi, je ne pense pas qu'il soit tenu. Je pense qu'il est partie prenante au plus haut niveau de cet agenda de destruction de la France. Il ne s'en cache pas, la France doit être dissoute dans l'Europe et dans l'Afrique. C'est-à-dire, il veut dissoudre la France. Vraiment, c'est le discours de Marseille qui est réapparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Pourquoi je dis qu'il est partie prenante au plus haut niveau? D'abord, c'est Klaus Schwab qui nous l'a dit. Klaus Schwab, qui l'a intronisé Young Global Leader et qui lui-même est le président du Forum de Davos, nous dit bien, Macron est celui qui doit nous emmener dans le monde d'après. C'est lui. C'est-à-dire, il nous dit, c'est l'élu. Alors que des Young Global Leaders, il en a partout. Mais il ne nous parle pas de Trudeau, il nous parle pas. Non, il nous parle de Macron. J'ai trouvé aussi étonnant, quand il y a eu la perquisition chez Donald Trump par le FBI, que Donald Trump ait un seul dossier individuel, et ce dossier individuel était sur Emmanuel Macron. On se dit, Macron, personne ne sait qui il est aux États-Unis. Personne, tu fais un radio-trottoir aux États-Unis, personne ne sait qui est Macron. Or, Trump, qui a tout l'État profond américain contre lui, avec les vrais faux alliés du Parti républicain, prêts à lui mettre un coup de poignard dans le dos, plus la presse, plus etc. Enfin, il pourrait avoir des dossiers sur n'importe qui ou sur n'importe quel autre dirigeant mondial. On pourrait penser, tiens, il y a une rivalité avec la Chine, il va avoir un dossier sur Xi Jinping, etc. Enfin, voilà. Non, c'est sur Emmanuel Macron qu'il avait un dossier individuel et uniquement sur Emmanuel Macron. Et tout le monde ressent qu'Emmanuel Macron est tout à la fois l'instrument et partie prenante et l'apothéose de cette destruction, à tel point qu'un universitaire qui s'appelle Gaël Giraud, qui avait très bonne presse, dont on nous expliquait que c'était le nouveau génie de l'économie, il a fait une interview sur la chaîne YouTube Thinkerview en expliquant
que Macron était l'instrument des Rothschild pour accomplir, d'une vengeance des Rothschild pour accomplir une destruction de la France. Eh bien, le type a été cancellé, c'est-à-dire qu'il a disparu. On a épluché toute sa vie a été épluchée. Aujourd'hui, il est réfugié à l'étranger, toute sa vie a été épluchée. Et il y a eu une campagne de presse avec un énorme article dans Le Monde, le détruisant définitivement. Le type a été cancellé. Là, on voit aussi d'autres personnages qui ont osé aller sur ce terrain-là, comme Jean-Philippe Tanguy. Lui, c'est un autre truc, il a été retourné. C'est-à-dire qu'ensuite, il a fait alors que lui venait d'Alstom, donc lui avait vécu la destruction d'Alstom, qui est en fait comment Macron a vendu l'indépendance énergétique de la France. Enfin, c'est pas rien. Il faut quand même comprendre que l'affaire Alstom, vous prenez n'importe quel autre pays, des États-Unis à la Chine, en passant par la Russie, Israël ou l'Algérie, le type qui a fait ça est arrêté et fusillé pour haute trahison. Oui, le type ici, il a été promu, élu, et il est incriticable. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est ce caractère incriticable. Et ça, je l'avais compris parce que j'ai longtemps sous-estimé Macron, et j'avais compris ça en 2018 à la faveur d'un portrait de Pinault qui était paru dans le magazine du Monde. Et dans ce portrait, Pinault disait oui, de toute façon, Macron ne comprend rien au peuple. Bon, c'est pas non plus une attaque très violente. Enfin, c'est presque même un lieu commun, c'est une banalité. Macron ne comprend pas le peuple, bon, c'est une banalité. Et bien, le lendemain, dans le JDD, il a été obligé de s'excuser. Et là, je me suis dit, attends, Pinault peut pas dire la moindre chose sur Macron. Et donc, Jean-Philippe Tanguy, lui, avait été allé effectivement sur le fond de ce qu'est le macronisme devant les caméras de LCI, et il a été retourné. Et maintenant, il a animé une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, expliquant grosso modo que pour démonter Fillon et ses liens avec la Russie, Marine Le Pen a été obligée de s'expliquer. Enfin, il a été retourné. Et quand même, malgré tout, alors une petite lumière dans la pénombre, c'est quand même Emmanuel Todd, qui est sans doute l'intellectuel français le plus reconnu à l'étranger, qui est un intellectuel français d'envergure internationale, qui dans Marianne a osé dire que le problème, c'est-à-dire ce que nous vivons actuellement en France, était sans doute à aller chercher dans l'enfance de Macron. Et là, je dois dire que moi, je l'ai pris pour une victoire, parce que quand je disais ça, soit en privé, et puis après, quand je l'ai écrit dans fait documents, les gens me prenaient pour un fou. Or, aujourd'hui, c'est une idée, voilà, c'est à ça que sert une lettre confidentielle d'information, c'est à avancer une idée qui, ensuite, va prendre, et 2 ans après, on a Emmanuel Todd qui dit, noir sur blanc, dans Marianne, le problème est sans doute à aller chercher du côté de l'enfance de Macron. Donc voilà, pour moi, c'est une... Justement, est-ce qu'on sait comment Macron a approché Hanouna pour que justement Hanouna travaille entre guillemets pour lui? Ça, c'est sourcé, c'est documenté. En fait, Cyril Hanouna est très proche d'un personnage intéressant auquel on a aussi consacré une grosse biographie qui s'appelle Ramzi Kiroun, qui a été l'homme à tout faire de Dominique Strauss-Kahn à la grande époque. Quand on se rappelle de l'affaire, il me semble que c'était une Porsche place des Vosges. On doit être en 2010, avant l'affaire du Sofitel, c'était Ramzi Kiroun. Puis ensuite, qui s'est mis au service d'Arnaud Lagardère et qui a joué, je dirais, l'intermédiaire dans le rapprochement entre les groupes de Lagardère et de Bolloré. Et donc, Kiroun, qui est très, très, très ami de Jean-Pierre Elkabbach, s'est pu remettre par François Hollande en novembre 2015, il me semble, la Légion d'honneur à l'Élysée. Et c'est à cette occasion qu'Emmanuel Macron a croisé Hanouna. Et d'ailleurs, Hanouna savait même pas qui était Macron. Et c'est Macron qui va voir Hanouna, qui lui demande un selfie et qui lui demande son contact. Et Hanouna ne lui donne que son adresse mail, il lui donne même pas son numéro de téléphone. C'est ça qui est très fascinant chez Macron, mais ça fait partie de la dimension diabolique du personnage, c'est que le diable est grotesque. C'est-à-dire qu'il y a une dimension profondément grotesque chez Macron.
Voilà. Et donc ensuite, bon, Macron étant devenu président, Hanouna étant le présentateur qui fait le plus d'audience, puisqu'en fait les audiences de la télé à la fois s'effondrent à cause d'Internet et puis se vieillissent. Et Hanouna, c'est quand même le type qui a compris qu'il fallait articuler télé et réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois très bien comment il fait sa programmation. Tu prends les top tendances Twitter, tu fais ta programmation au dernier instant en fonction de ce qui est en top tendance sur Twitter. Et en fait, il a donc les top tendances Twitter d'un côté et il a une appli qui lui fait ses courbes d'audimat en direct. Et en fait, en fonction, il jongle. Alors, est-ce qu'on poursuit ce sujet-là? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on coupe? Etc. Donc, il est vraiment en flux tendu. En ça, il innove en télé. Et puis, c'est un des derniers à faire du direct parce que quand même, il n'y a plus personne qui ose faire du direct en télé. Donc, Hanouna étant devenu incontournable, et il valait mieux l'avoir avec soi que contre soi, ma foi, il est rentré, il s'est imposé dans le dispositif de communication de l'Élysée, voilà. Est-ce que je mets peut-être une hypothèse, est-ce que la décoration de la Légion d'honneur du père d'Hanouna est un service rendu Mais de Macron? Ça a toujours été la breloque, quoi. C'est un classique. Mais avec Macron, ça prend quand même des proportions impressionnantes. C'est-à-dire que Macron a vraiment, comment dirais-je, un relationnel de la Légion d'honneur. C'est quasiment systématique. C'est-à-dire qu'il met enfin, c'est absolument fascinant et en même temps, il couvre de. C'est-à-dire que les gens sont. Faut prendre les déclarations des gens avant sur Macron. C'est-à-dire reprendre des déclarations d'avant 2017 et regarde ce que les gens sont devenus. Je vais te prendre un exemple. Ramayad avait fait des déclarations hallucinantes sur Macron expliquant, expliquant que c'était un fou, quoi, que c'était un fou dangereux. Elle est aujourd'hui responsable de l'Afrique dans un think tank à Washington qui s'appelle l'Atlantic Council, où elle est payée, je ne sais pas combien ça s'élève, mais j'avais vu le chiffre, c'était 12 000 par mois pour Benjamin Haddad, qui lui est devenu député En Marche. Donc en fait, les gens sont achetés au fur et à mesure. Houellebecq, c'est Macron qui lui remet la Légion d'honneur. Là, Houellebecq s'est retrouvé dans la tourmente. C'est un épisode très intéressant. Houellebecq se retrouve dans la tourmente à cause de son interview chez Michel Onfray. D'accord. Qui fait l'intermédiaire? C'est le grand rabbin de France. D'abord, on ne voit pas pourquoi le grand rabbin de France fait l'intermédiation sur une affaire concernant un écrivain. C'est assez incongru, mais passons. Et ensuite, donc, Michel Houellebecq, dans le contrat, c'est-à-dire on passe l'éponge à condition que tu fasses un livre où tu réécrives tes propos, tu t'excuses et tu les explicites. Et quand il va faire la promo de ce livre, Michel Houellebecq va passer chez David Pujadas, qui est un journaliste qu'il aime bien, donc il fait son interview télé chez David Pujadas, et il dit deux choses importantes. Il dit « Mon ami Bernard-Henri Lévy », et ensuite Pujadas lui dit « Mais sur qui vous n'écrirez pas ?» Et Michel Houellebecq répond « Sur Emmanuel Macron, parce que je ne sais pas qui il est. » Donc en fait, c'est quand même... Donc le type se retrouve dans la tourmente et dans son rituel de repentance, il doit dire que de toute façon, il s'en prendra jamais à Emmanuel Macron. Et il y a un nombre incalculable de gens qui ont dit pique-pendre, mais à commencer par Darmanin, etc., de Macron, machin, et puis qui se sont fait acheter d'une façon ou d'une autre, tout simplement. Voilà, faut être très clair. Hein. Oui, donc il achète par la Légion d'honneur. Oui, ça fait partie mais en général, il y a aussi truc, quoi, voilà. des postes, des prébendes, des machins, etc. Est-ce que tu vois, toi, parce que tu as travaillé sur lui, sur Hanouna, comme étant peut-être un futur Zelensky? Non, j'ai fait une ouverture là-dessus un peu ironique, parce que c'est vrai que le parallèle est possible. En même temps, bon, la France n'est pas l'Ukraine, enfin pas encore. Et après tout, Macron, dans le rôle du Zelensky français, fait amplement l'affaire. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi pas, s'il arrivait quelque chose à Macron, qu'il fallait monter une candidature populiste avec l'appui du système médiatique, etc. Enfin, aujourd'hui, tout est possible. Hein. Aujourd'hui, vraiment, tout est possible. Il y a en ce moment un scandale, c'est sur ces fameux influenceurs, dont la présidente celle qui chapeaute un peu le truc, c'est Madame Berda.
mais on apprend que Madame Berda est associée avec Monsieur Hanouna. Et d'ailleurs, je remarque que Monsieur Hanouna ne parle pas de ses influenceurs. Raconte-nous un peu, tiens, Non, justement. mais ça c'est connu parce que quand même Booba, le rappeur, l'a bien mis en lumière. D'ailleurs, il est passé récemment chez André Berkoff pour dire qu'il avait compris et qu'il ne le referait plus, parce qu'il a quand même été menacé. Ouais. D'ailleurs, dans ce qu'il décrit, on comprend, comment dirais-je, entre les lignes, qu'on lui aurait mis Black Cube aux fesses, qui est C'est quoi Black Cube? c'est des sociétés de sécurité privées qui avaient D'accord. notamment été embauchées, je pense, par Weinstein pour faire taire les victimes et qui est étroitement liées. En fait, c'est ça qu'il a dit quand il dit ils m'ont mis le Mossad aux fesses, etc. En fait, c'est pas le Mossad, c'était le Black Cube. Enfin, ça ressemble, de ce qu'il a décrit, ça ressemble vraiment aux méthodes de Black Cube, même si je peux pas en attester. Et donc voilà. Donc Booba a bien dit chez André Berkoff, ouais, je recommencerai plus. Voilà, je l'ai fait, puis maintenant je le referai plus. Et Magali Berda, effectivement. Euh, Enfin, là, vraiment, on est dans les bas-fonds, quoi. Et on découvre aussi elle s'occupe en fait elle aussi est embarquée dans la communication gouvernementale puisqu'elle fait l'intermédiaire entre Instagram France, les Il y a Macron. Marlène Schiappa Elle à s'est- l'époque, rappelle-toi. voilà, elle s'est occupée en fait de toute cette communication. Toujours le même problème, c'est-à-dire comme la parole publique est décrédibilisée, qu'elle soit politique ou médiatique, le politique cherche ou le pouvoir cherche des relais dans les nouveaux médias, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on va appeler les influenceurs, d'où McFly et Carlito, etc., etc. Et cetera. Et dans ces opérations à destination de la jeunesse, eh bien Magali Berda va être euh, une C'est-à-dire que intermédiaire avec le couple Macron, et effectivement, elle est associée dans plein d'affaires. Alors maintenant, aujourd'hui, elle est tombée, puisqu'en fait, encore une fois, il y a eu un complément d'enquête, et elle est quand même relativement tombée, mais Hanouna était associée à elle dans plein de sociétés, enfin pas plein de sociétés, mais un certain nombre de sociétés qui d'ailleurs ont été fermées à la va-vite, ce qui relance encore les interrogations sur les affaires de Cyril Hanouna. mais ils vont pas chercher à sauver Magali Berda. Est-ce que par exemple la communication du gouvernement sur cette loi, sur les influenceurs, est-ce que ça c'est du vent, c'est de la com, ou Mais c'est une réalité? tu vois Et voilà, bien est-ce qu'ils vont que chercher à la sauver quand même, hein, non, mais tu vois comme bien, service rendu? au-delà du cas de Nathalie Berda, tu vois très bien que Internet est devenu un enjeu, au-delà du cas de Nathalie Berda et des influenceurs. Là, on parlait des émeutes tout à l'heure. Tu vois bien que on attend une réponse, par exemple, sur les problématiques de sécurité, d'immigration, etc. Quelle est la réponse du gouvernement? La censure Ouais, d'Internet. c'est vrai. Voilà. Mais tu t'aurais pu le dire dès le premier jour. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a mis l'huile sur le feu, etc. Et ensuite, qui propose, pour sortir du truc, la censure d'Internet avec la censure des comptes Snapchat. C'est-à-dire qu'il faut cacher cette réalité. Il faut cacher cette réalité, c'est-à-dire l'interdiction de montrer la réalité. Et ensuite, là a été évoqué hier par Darmanin la possibilité de couper la 4G ou la 5G sur certaines zones du territoire. C'est-à-dire en fait de couper Internet de certaines zones du territoire. Et là, les opérateurs ont dit écoutez, c'est pas possible, mais on va étudier les moyens de le faire pour la prochaine fois. Voilà, donc il y a un enjeu sur Internet puisque c'est aujourd'hui par là que ça passe, et effectivement, et c'est pour ça, voilà, sur Magali Berda ou sur Cyril Hanouna, c'est en ça qu'ils deviennent centraux dans la communication gouvernementale, en ce sens qu'ils vont permettre au pouvoir de s'adresser à des gens qui sont complètement en rupture avec le discours médiatique et politique classique. Alors, achetez ces deux faits et documents, vous saurez tout sur Hanouna. Et là, on va parler d'une chose. Je sais que vous raffolez de cette histoire, et du coup, on va en parler. C'est évidemment l'affaire Jean-Michel Trogneux. Bon, à quel moment tu t'es dit d'abord, je sais que tu as fait donc ce gros dossier sur Brigitte Macron, mais à quel moment est venue cette histoire de Jean-Michel Trogneux? Voilà.
quel moment ce personnage arrive Alors dans cette enquête? d'abord, toi, tu parles d'affaire Jean-Michel Trogneux. Moi, mon dossier s'appelle Le mystère Brigitte Macron. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pas, tu vois, je vais pas aussi loin. Nous, d'abord, Fait et Documents, c'est le premier titre, vraiment, on peut le sourcer, qui évoque, parce que nous, on fait un portrait, tu vois, Fait et Documents fait un portrait de Emmanuel Macron en novembre 2012. Et c'est pour vous dire qu'on a quand même toujours un peu d'avance, et c'est le premier article sur Emmanuel Macron où est révélé qu'il est en couple avec son ancienne professeure de français, dont on saura après qu'en fait c'est sa professeure de théâtre. Bon. Donc on est les premiers à donner son identité. Et à l'époque, moi je bosse avec Ratier, et on se dit mais c'est quoi cette histoire ? Et c'est quoi cette histoire ? Et quand Emmanuel Macron est nommé à Bercy à la fin de l'été 2014, donc on revient de vacances, à ce moment-là, il y a deux choses qui se passent. Moi, je fais une actualisation du portrait de Macron pour le mettre en ligne sur le site d'Égalité et Réconciliation. Donc j'ai le portrait qu'on a sous les yeux et je lis le portrait qui vient d'être publié dans Le Monde pour sa nomination. Et dans le portrait, on nous dit que c'était sa prof de français en première à Amiens. Et je lis dans Le Monde, ils se sont connus quand elle était sa prof de Cagne à Henri IV. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est pas le même truc. Je me dis, il y a un problème. Et puis, à ce moment-là, sort dans Closer, et les premières photos qu'on voit dans Closer en septembre 2014, et je me rappelle avec Ratier, on se disait au bureau, mais c'est pas possible. Et puis, dans notre petit cercle d'informateurs, on a un de nos informateurs fidèles, qu'il appelait Amanda. Dès le début, Amanda. Et ça faisait, et déjà à l'époque dans Paris, beaucoup de gens en parlent. C'est-à-dire que ça devient vraiment un sujet de conversation, puisqu'à l'époque Macron n'est pas médiatisé. C'est-à-dire que Macron a eu plusieurs vagues de médiatisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une vague à l'été 2012 où là en fait on le fait comprendre, on le fait connaître aux gens qui lisent la presse. C'est-à-dire qu'au début il est connu du cercle des initiés du Petit Paris avant 2012. Donc c'est-à-dire les 600 personnes qui comptent, quoi, on peut un peu élargir peut-être. Et puis après 2012, il va être connu des, je sais pas moi, des 10 000 personnes qui lisent la presse. Et puis c'est qu'à partir de 2016-2017, enfin 2015 jusqu'en 2017, graduellement, qu'on va le généraliser et qu'on va le présenter. Et à chaque fois qu'il est présenté, on va se rendre compte que quand on superpose des portraits, parce que quand on fait des portraits, on lit par définition tous les autres portraits qui sont parus sur le personnage. Et quand on lit les portraits qui sont parus sur le personnage, alors un personnage peut avoir menti par omission ou menti sur un détail de sa biographie, donc on rectifie. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui cherche à cacher, quelque chose où il maintient une ambiguïté. Ça existe, tout ça. C'est un classique, ça s'appelle le storytelling. Et nous, notre travail, justement, c'est de comment dirais-je, de détecter le storytelling et de remettre. Mais quand on superpose globalement en général, ça précise. Or là, plus on superposait, plus tout se barrait, quoi. Et en fait, et avec des couches de réécriture dans tous les sens. Et surtout, et alors ça je le comprendrai après, va arriver l'affaire Mathieu Gallet, qui est une affaire très intéressante, Mathieu Gallet, parce que l'affaire Mathieu Gallet, elle permet de comprendre le fonctionnement du couple présidentiel. Mais Mathieu Gallet, qui était président de Radio France et dont on dit qu'il aurait été l'amant de M. Macron. Voilà, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que quand Macron va connaître sa vraie vague de médiatisation, on est en 2015, et là, la rumeur va apparaître à peu près au tout début de l'année 2016. Et aujourd'hui, on sait comment elle est apparue, la rumeur Mathieu Gallet. En fait, la rumeur Mathieu Gallet, comment elle apparaît ? Elle apparaît parce que les Macron, à l'époque, à Bercy, organisent 2 dîners par soir. C'est-à-dire qu'ils reçoivent 2 fourgées d'invités. C'est-à-dire qu'ils réseautent dur, quoi. 2 dîners, quoi, à la Chirac, quoi. 2 dîners par soir à Bercy, organisés aux frais de qui on sait. Voilà.
Et à la fin, au moment où le repas prend fin et que les gens commencent à réfléchir à partir, Brigitte Macron se lève et s'adresse à l'assistance et leur dit « Mais vous avez entendu cette rumeur sur Mathieu Gallet, c'est scandaleux, Emmanuel n'est pas homosexuel. » Alors que la rumeur n'existe pas. Donc évidemment, les gens qui viennent de bouffer chez Macron, le type il rentre chez lui, il voit sa femme, il dit ah, « Tu sais pas quoi, j'étais avec… je suis allé bouffer à Bercy, il y a une rumeur qui dit que Macron est avec Mathieu Gallet. » Et puis le type va le dire à tout le monde. Donc en fait, la rumeur va prendre comme un feu de brousse, si tu veux. Parce qu'en fait, ils la répandent eux-mêmes. Et c'est ça que peu de gens perçoivent. Et ils la répandent en jouant sur plusieurs choses. Ils jouent sur des leviers qui, à l'époque, sont très puissants dans les dîners en ville à Paris. C'est-à-dire dans la caste, dans les dîners en ville, ce qu'on appelle les dîners en ville. Il faut se rappeler du contexte. À l'été 2015, sort un livre qui s'appelle Richie, qui est une biographie non autorisée de Richard Descoings, le président de Sciences Po, homosexuel devant l'éternel, drogué, qui est Et qui mort est mort d'une d'une façon, on va dire, salaire très bizarre. à New York en 2012. Bon. Des personnages qui symbolisent ce qu'on appelle le gay pouvoir, c'est-à-dire l'ascension des réseaux gays au sommet du pouvoir en France. Et dans ce livre est raconté effectivement que ceux qui, comment dirais-je, c'est un des signes distinctifs du réseau de hauts fonctionnaires homo symbolisés effectivement par le couple Pépi Descoings, c'est de porter la double alliance. Or, Macron va jouer à fond de ce truc-là, c'est-à-dire que lui-même porte la double alliance. Et donc, on va voir dès décembre 2015, dans Le Point, un portrait d'Anna Cabana qui explique qu'il a cette double alliance, ce qui, à ce moment-là, fait écho chez les gens qui sont des insiders, qui sont informés, etc. Donc, il joue d'abord sur le levier Richard Descoings. Tu vois, il y a une première identification. Et puis après, sur Mathieu Gallet, c'est pareil, on a ce personnage de Mathieu Gallet qui a émergé à l'époque, qui est devenu président de Radio France, enfin voilà. Alors que c'est un type, si tu veux, c'est la promotion, je veux dire, au physique dans le milieu homo, quoi, mais vraiment de façon manifeste. Et en fait, ce qui fait ce qui marque Mathieu Gallet, ce qui le résume à l'époque, c'est une phrase qui est attribuée à Frédéric Mitterrand, donc neveu de François, homosexuel de l'éternel, ancien ministre de la Culture, etc., et qui l'appelle Tancrède, et qui dit « Tancrède se prête à chacun, mais ne se donne à personne ». Et donc, voilà. Donc les gens, à ce moment-là, dans les dîners en ville, ils ont dans un coin de la tête Richie, dans l'autre côté Mathieu Gallet, et l'autre, il arrive avec sa double alliance et son histoire avec Mathieu Gallet. Donc je ne dis pas, l'histoire, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est que c'est Brigitte et Emmanuel Macron sciemment qui ont répandu la rumeur Mathieu Gallet. Et pourquoi l'ont-ils répandue ? Parce que cette rumeur, ils l'ont répandue parce qu'elle est intervenue, cette rumeur, au moment même où l'histoire officielle allait être écrite et était écrite sur l'âge d'Emmanuel Macron au moment de la rencontre. C'est-à-dire que entre 2015 et 2016, enfin entre 2012 et 2016, ça avait été 17 ans pour Macron, 36 ans pour Brigitte, et ensuite on découvrira que ce sera 14, 39. 14, c'est Frédéric Mitterrand. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. 14, c'est Olivier Duhamel, c'est Sanary. Enfin, 14 ans, c'est quand même d'une autre nature. 17 ans, ça fait jeune homme vigoureux. 14 ans, ça fait un peu prépubère. En plus, on imagine bien que, enfin, je veux dire, Macron, c'est pas un Africain, quoi. On n'imagine pas que Macron soit complètement fini à 14 ans, quoi. Et donc, en fait, pour masquer cette réécriture, c'est-à-dire que pendant qu'ils opéraient cette réécriture, ils l'ont masquée eux-mêmes sciemment par une rumeur qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Et c'est là, et qui est de l'ingénierie sociale de précision. C'est-à-dire que c'est l'histoire calibrée, presque générée par intelligence artificielle, on dirait aujourd'hui, de ce que les gens dans Paris voulaient entendre à l'époque. Et c'est en ça qu'il y a une manipulation qui a été, à mon sens,
qui a été, à mon sens, génial. Donc ensuite, C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Macron préfèrent une présomption d'homosexualité plutôt que, une présomption de pédophilie, si je comprends bien? voilà, voilà, exactement, je pense, exactement. Exactement, d'ailleurs, une biographe autorisée et complaisante l'écrit, pendant toute la campagne, il n'avait peur qu'une chose, que soit prononcer ces 3 mots, détournement de mineurs. Voilà, c'était ça. Hein, ça, faut quand même jamais sortir de ça. Et selon moi, l'ascension de Macron prouve quand même qu'il n'y a aucun anticorps au sein des élites françaises, puisque d'abord, le centre économique du monde, c'est en train de devenir l'Asie. Or, en Asie, c'est très mal vu une femme qui est significativement plus âgée que son mari. C'est très mal vu dans les sociétés asiatiques. Or, au moment où le sud-est asiatique devient le centre économique du monde, il n'y a personne au niveau du renseignement, au niveau de pour expliquer ça. Mais cela dit, déjà au moment de l'affaire Alstom, on a déjà vu que tout était complètement noyauté. Hein. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a plus que des 5e colonnes et il y en a beaucoup plus que 5. Il n'y a plus rien de français dans les élites françaises. Donc voilà, donc il y a aucun anticorps sur cette histoire-là. Ensuite, pour continuer sur la bibliographie de l'histoire de Brigitte. Donc, une fois que cette histoire a été réécrite et que c'est passé crème grâce à l'histoire Mathieu Gallet, a été publiée une biographie officielle définitive de Brigitte, qui s'appelle Brigitte Macron l'a franchie. Là, on est en 2018. On est en 2018. Début 2018, janvier 2018. Et moi, j'ai acheté cette biographie que j'ai d'ailleurs dans la bibliothèque à côté de moi. Et en fait, dans toutes les biographies, comme ça, quand vous faites une biographie de quelqu'un, en plus, une biographie qui va être traduite dans le monde entier, qui est vendue dans tous les pays, quoi. C'est comme les livres de Michelle Obama, où ça présente le personnage au monde. Donc c'est en ça que je dis que c'est une biographie officielle. Et d'ailleurs, les canaux qui ont fait faire cette biographie sont des canaux réputés pour leur biographie officielle. C'était les mêmes réseaux qui étaient à l'œuvre au moment du lancement de la candidature Strauss-Kahn. Cette biographie, elle a un carnet central. Il y a toujours un cahier central, si vous voulez, quand vous lisez une biographie comme ça, avec les photos. Vous voyez, vous avez des photos. Vous avez toujours la photo enfant, à 3 ans, à 7 ans avec ses sœurs et ses cousines, ou je sais pas quoi. Enfin, vous avez toujours, dans n'importe quelle biographie que vous prenez, de n'importe qui, vous avez toujours des photos de l'enfance, etc. Et puis voilà. Là, pas du tout. C'est-à-dire que les photos commencent à la Providence. C'est-à-dire que la première photo de Brigitte qu'il y a, la plus ancienne, c'est une photo où elle est déjà prof à la Providence. C'est-à-dire que l'histoire de Brigitte commence à la Providence, l'histoire de Macron commence à la Providence. C'est-à-dire que tout commence à la Providence. Et il n'y a pas de Brigitte avant Macron, ni de Macron avant Brigitte. Et ça, ensuite, j'ai payé pour le savoir. Si vous allez sur Macron avant Brigitte ou Brigitte avant Macron, on vous massacre. C'est-à-dire, on vous Justement, massacre. j'ai une question, alors excessivement importante pour le coup, sur l'ascension de Macron. On sait que Emmanuel Macron n'a pas fini major de promo à l'ENA. Pourtant, dès sa sortie, il est cornaqué par Jacques Attali, qui en fait le rapporteur sur la commission Attali à l'époque chez Sarko. Rappelle-toi, c'était en 2008. Ensuite, il est cornaqué par Alain Minc. Il se retrouve directeur associé de chez Rothschild, alors qu'il n'y en a que 20 en France, c'est-à-dire le top poste, au gros, d'une des plus grandes, enfin, de la plus grande banque d'affaires française. Comment a-t-il fait? Ah oui, après, il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée. Bon, après, on connaît la Non, suite. alors, il y Mais a comment plusieurs a-t-il choses. fait? Est-ce que Brigitte Macron a un rôle là-dedans? J'en sais rien. Honnêtement, il y a énormément de zones d'ombre. Ce qu'on peut dire sur les épisodes que tu viens de décrire, c'est qu'à chaque étape, il y a eu comme quelque chose de magique, c'est-à-dire quelque chose qui ne se produit jamais, que j'ai jamais vu dans Oui, aucune c'est autre ça, c'est biographie. ça. C'est-à-dire que sur l'entrée à l'ENA, 2 journalistes du Monde, Davet et l'Homme, Le Monde, hein, c'est pas complot.com ou je sais pas quoi, c'est Le Monde, nous explique qu'il est arrivé à l'oral, donc
Et on lui a posé une question qui était sur la Turquie. Il n'a pas répondu à la question. Et malgré tout, il rentre à l'ENA. Et les journalistes du Monde précisent bien que très peu ont voulu témoigner. C'est-à-dire quand ils ont interrogé des gens, il y avait un blackout, une omerta. Donc il y a un problème sur l'entrée à l'ENA. Ensuite, sur la sortie de l'ENA. Sur la sortie de l'ENA, le numéro 2 de la promo, donc qui est au-dessus de Macron dans le classement, qui s'appelle Sébastien Proto, qui est devenu banquier d'affaires aussi, a expliqué que du classement de Macron à l'ENA, beaucoup s'en étaient trouvés fort mari. C'est-à-dire qu'ils le trouvaient injustifié.